Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, à quoi tient le succès d'un nouveau concept, d'un nouveau mot, dans une manifestation qui est évidemment centrée sur les villes? Ici, au rendez-vous de l'histoire de Blois, il nous fallait absolument qu'une ou plusieurs séances soient consacrées à l'urbicide. Ce terme, inventé, dit-on, par un auteur d'heroic fantasy, un mot dont le succès n'était pourtant pas inscrit à l'origine. Il fallait comprendre ce que signifiait cet urbicide. Il a fallu en fait la guerre en ex-Yougoslavie et d'autres conflits plus récents pour le faire entendre et le populariser au point que celles et ceux qui l'ont utilisé les premiers, parfois, ou les premières, ne le reconnaissent pas toujours aujourd'hui, tant son emploi est massif et généralisé. Il va falloir justement distinguer ce qu'il en est de cette invention de terme, de la manière dont ce terme a été popularisé pendant la guerre en ex-Yougoslavie et comment, d'une certaine manière, aujourd'hui, il a tellement de succès, eh bien, qu'on l'utilise un peu à tort et à travers. On tentera de faire une sorte de typologie de cet urbicide dont on va parler avec trois chercheurs et chercheuses qui sont trois spécialistes. Bénédicte Treitneck, qui est au milieu avec le pull bleu, et peut-être en France celle qui a fait connaître par ses travaux le plus précocement, pourrait-on dire, ce terme d'urbicide. Vous avez mené, Bénédicte, une thèse sur la géographie des villes en guerre. Vous vous êtes intéressé à Beyrouth, à Mitrovica, à Sarajevo. Et vous êtes aujourd'hui professeur de lycée à Annemasse et vous tenez, après avoir tenu un blog justement sur ces questions de théorie sur les urbicides, vous tenez un blog sur enseigner la géographie qui depuis peu est hébergé par le site Hypothèse et on peut le lire puisqu'il y a peut-être des professeurs d'histoire et de géographie dans cette salle, c'est sûrement le cas d'ailleurs. Pour le reste, nous sommes avec Aline Cateux qui est à côté d'elle. Aline Cateux est anthropologue. Elle a longtemps vécu en Bosnie, à Sarajevo en particulier. Elle a consacré sa thèse à Mostar avec un titre extraordinaire. Mostar, ceci n'est pas une ville. Vous nous expliquerez pourquoi on peut dire cela de Mostar. Vous êtes anthropologue et membre du laboratoire Louvain-Europe à l'université Louvain-la-Neuve. Et puis à côté de moi, Bryan Badescu, qui est historien, il est dans la section d'histoire de l'université de Constance en Allemagne et il est actuellement hébergé, comme d'autres chercheurs, par l'Institut d'études avancées de Paris, un très beau lieu sur l'île Saint-Louis, qui accueille des chercheurs du monde entier pour pouvoir, pendant 6 mois, faire leurs recherches, pousser leur... Un an même 10 mois, pour faire... C'est bien, plus c'est long, plus c'est agréable de vivre dans cet endroit-là. Donc, pour faire leurs recherches sur des travaux en cours. Voilà, alors peut-être commencer avec vous Bénédicte, que vous nous expliquiez comment vous avez entendu, peut-être pour la première fois, ce terme d'urbicide. Vous l'avez saisi au vol en tant que géographe. Et pourquoi aussi ce sont les géographes qui, peut-être les premiers, ont compris l'intérêt géographe et architecte, parce qu'il faut citer mon camarade François Chalin, qui était longtemps à France Culture, architecte, historien de l'architecture, qui a été un des premiers aussi à utiliser ce terme dans un très beau livre qui s'appelait La haine monumentale. Comment et pourquoi architectes et géographes ont été les premiers à s'intéresser à cette notion ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la première rencontre, c'est la lecture de cet ouvrage « Une haine monumentale », dont j'ai trouvé le titre absolument formidable parce qu'il y avait un double sens. On parlait de la Bosnie-Herzégovine, la haine a été gigantesque, donc monumentale au sens vraiment extrêmement importante. Et puis, il s'intéressait avec son regard d'architecte à la haine contre les monuments et ce que ça faisait en fait de détruire pour autre chose que des objectifs militaires, autre chose que on rase pour des intentions qui sont vraiment purement stratégiques, purement tactiques, et de voir qu'on pouvait aussi choisir des cibles qui étaient des monuments, qui étaient des bâtiments, pour ce qu'ils faisaient aux habitants et pour ce qu'ils allaient laisser comme trace. Alors, dans mon travail de recherche, je m'intéressais aux villes en guerre, mais pas aux acteurs dans les villes en guerre, les hommes politiques, etc. Je suis géographe, alors ce qui m'intéressait
pour les professeurs du secondaire, c'était l'habiter, à savoir comment on pratique cet espace, comment on le pratiquait avant, qu'est-ce que ça a fait de le pratiquer pendant la guerre, et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qu'il reste après la guerre. Une fois qu'on reconstruit ces bâtiments, est-ce qu'on reconstruit le même habité? Est-ce que finalement, juste le bâtiment lui-même suffit à refaire ce qui existait avant? Donc le terme de ville m'intéressait au sens de l'urbanité, vraiment plus de comment on habite cette ville, comment elle produit des pratiques spatiales qui font de ces villes des espaces de rencontre, quel type de rencontre. Et du coup, donc il y a eu cet ouvrage et puis aussi le catalogue d'expositions, une exposition qui a eu lieu en France en 1994, donc on est encore pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine, qui s'appelait Sarajevo, ville martyre. C'est des architectes qui sont justement invités par François Chalin à exposer en France. Et en fait, ils ont publié des photographies de ces destructions. Ils ont commencé à faire, alors la géographe s'amuse, des cartes de ces destructions, mais à l'échelle vraiment locale, micro-locale. Et moi, ce qui m'a sidérée, en fait, c'était de me dire, mais tout ce qui a été détruit, je veux bien que parfois les cibles soient tombées à côté, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. C'est beaucoup les espaces de rencontre, les bars, les cafés, tous les espaces de la jeunesse. Le marché. Le marché, oui. Enfin, et puis, on avait, alors pour les plus anciens tous, l'image de cette bibliothèque de Sarajevo complètement détruite avec un violoncelliste en train de jouer à l'intérieur. Mais il y avait beaucoup plus que juste cette bibliothèque. Il y avait vraiment une systématisation de choix de cibles dans la ville. Donc je rappelle que Sarajevo était assiégé et que les bombardements se faisaient depuis les hauteurs de Sarajevo. Et vraiment, cette exposition et ces petits plans qui avaient été faits m'ont intriguée. Et du coup, avec la lecture ces différentes lectures, et notamment de l'architecte et maire de Belgrade à l'époque, Bogdan Bogdanović, qui pose le mot urbicide. Et moi, je ne sais pas trop quoi en faire à ce moment-là, si ce n'est que je suis géographe, donc urbi, ça me parle. Cide, on a tous... Si vous êtes historien, ça parle, parce que voilà. C'est la mort d'une civilisation ou d'une culture ou d'autre chose. Non, mais je m'excuse en fait d'être géographe. Cide, évidemment, on voit bien que le suffixe, on l'utilise comme dans le meurtre rituel qu'on emploie pour génocide. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire de tout ça ? Alors j'avoue que je fais partie de ceux qui ont commencé à écrire sur ce terme d'urbicide, essayer de savoir si on pouvait en faire quelque chose, et qui font partie de ceux qui regrettent presque de l'avoir un petit peu popularisé, parce qu'aujourd'hui je ne le reconnais pas. Alors, avant de savoir comment on le reconnaît aujourd'hui, il faudrait savoir ce que vous entendiez, vous, quand vous l'utilisiez. Qu'est-ce qu'un urbicide? Comment on caractérise ce terme? Alors, pour ne pas définir toutes les destructions de villes, c'était vraiment détruire ce qui faisait que la ville allait être cet espace de rencontre, donc de choisir dans la ville des cibles qui allaient marquer durablement les pratiques spatiales. Globalement, si vous détruisez tous les lieux où les gens avaient l'habitude de se rencontrer, vous envoyez le signal que c'est la rencontre qui pose le problème. Et on peut reconstruire une boîte de nuit, mais qui y retourne après, si ce n'est pas tout le monde de la même façon qu'avant, sans se poser la question de l'identité, de qui on est, c'est plus du tout la même boîte de nuit, même si on a le même bâtiment. Oui, alors ça, c'est le point de départ. Aline Cateux, qui est à côté de vous, vous a lu à ce moment-là et a lu beaucoup de ses travaux sur les urbicides. Elle est anthropologue, elle s'intéresse justement à cette Bosnie-Herzégovine et en particulier à Mostar. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on est anthropologue de cette notion qui, d'après ce qu'on comprend, est une notion en voie de... On est en train de la tailler, la notion, comme une pierre que l'on taille. On ne sait pas très bien ce qu'on va mettre dedans, mais on finit par avoir un certain succès parce que journalistes, reporters, voire hommes politiques commencent à l'utiliser alors qu'il n'est pas totalement défini, ce terme. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. En effet, les travaux de Bénédicte, moi, m'ont servi, c'est ce que je disais tout à l'heure, de tremplin en fait et de fondation en fait à mon travail de recherche. Donc moi, je suis anthropologue, donc on regarde pas les mêmes choses, on regarde pas peut-être même de la même façon.
Et pour Mostar, en fait, c'était évident que c'était un terme avec lequel j'allais devoir faire, puisque Bogdan Bogdanovic, quand il a réactivé, en fait, en 1900, début des années 90, le terme d'urbicide, c'était pour parler de ce qui s'était passé en novembre 91 à Vukovar et de la destruction de la ville par les forces armées serbes, et au sujet de Sarajevo, qui était assiégé par les forces armées serbes, et Mostar, qui à l'époque, c'était pas encore l'époque du deuxième siège, mais l'époque du premier siège, puisque Mostar a subi 2 sièges par l'armée yougoslave et l'armée des Serbes de Bosnie. Donc il allait falloir que je me saisisse de ce mot, et moi c'était un mot que Bénédicte avait éclairé pour moi, et en même temps j'étais perdue entre la définition et les choses que Bénédicte et d'autres, mais principalement Bénédicte, posaient pour moi, et ce qui se passait pour moi sur le terrain. Donc il y avait je trouvais que dans la littérature, c'était beaucoup le bâti, beaucoup le patrimoine, en particulier le bâti religieux, donc ce qui posait aussi un autre problème, notamment à Mostar, puisque Mostar est une ville qui a été donc assiégée 2 fois, et une ville qui a été divisée par la guerre, par le projet ethno-nationaliste croate, et que du coup on attachait des populations à ce bâti religieux, comme si il suffisait, enfin, on a ethnicisé en fait ce bâti religieux et l'urbicide. Alors il faut préciser pour ceux ceux ou celles qui sont plus jeunes dans cette salle, qui n'ont pas connu cette guerre en ex-Yougoslavie, c'était quand même il y a maintenant 25-30 ans, effectivement que les grilles de lecture ont évolué pendant la durée de cette guerre qui a duré 5 ans, et que pendant ces 5 années, effectivement, on a tenté de comprendre qui combattait qui, pour quelles raisons, est-ce que c'était des raisons religieuses, des raisons ethniques, des raisons purement politiques de conquête de territoire, et qu'on a toujours un peu vadrouillé, pourrait-on dire, bougé à l'intérieur de ces grilles qui étaient toujours un peu mouvantes. Oui, et du coup, en attachant ce bâti à une ethnicité, etc., on a eu une grille de lecture aussi de l'urbicide très attachée à la question de l'identité, d'une identité spécifique. Ce qui, en ce qui me concerne, je suis un petit peu sceptique sur cette question, mais après la guerre et jusque au tournant des années 2010, la littérature, et notamment les premiers à écrire sur la destruction de Mostar, qui sont en général des étudiants architectes, des urbanistes qui viennent à Mostar dans un immense atelier qui s'appelle Mostar 2004, traite essentiellement du bâti religieux et de la reconstruction du prestigieux patrimoine ottoman, qui doit rendre à la ville son prestige, et puis évidemment la reconstruction du pont qui doit réconcilier la ville, parce que la métaphore du pont à l'époque sert un peu à tout. Ouais, parce que Ivo Andrić a écrit Un pont entre deux rives. C'est un livre important dans la mémoire, en tout cas, qui n'a rien à voir avec la guerre en ex-Yougoslavie, mais qui est utilisée comme une sorte de métaphore. Et cette idée du pont est effectivement l'idée la plus simple pour faire comprendre à des populations très éloignées de l'ex-Yougoslavie qu'il y a coupure, rupture, et qu'il faudrait reconstruire le lien. Mais du coup, moi, ce qui se passe pour moi sur le terrain par rapport à l'urbicide, c'est que, le pont est détruit, les mosquées, les minarets sont à terre, c'est extrêmement impressionnant, etc., etc. Mais c'est surtout que la ligne de front, ça s'est arrêté sur des quartiers de logement, et que je vois à Mostar à ce moment-là comme des calques, comme des couches de destruction. Et je comprends que même une fois les quartiers vidés, on continue à les détruire. On continue à s'acharner dessus, et je comprends pas immédiatement le pourquoi. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était vraiment justement le cœur de l'urbicide. Et puis après, il y a eu le début du terrain, et évidemment les discussions avec les mostariennes et les mostariens qui expriment du chagrin, la destruction du pont, la perte de repères. Donc l'urbicide, pour un habitant d'une ville, de la ville qui est touchée, c'est une perte totale de repères, parce que c'est déjà une perte de repères spatiale. Moi, évidemment, dans ma vie, j'avais jamais été dans une ville détruite avant, et c'est extrêmement dur de s'orienter, parce qu'il n'y a plus rien de vertical. Donc
même les gens en fait avaient du mal à retrouver certaines rues, parce que voilà. Mais c'est surtout qu'en fait, comme l'ébauchait Bénédicte tout à l'heure, c'est tous les contacts qui sont rompus, toutes les routines quotidiennes qui sont rompues, tous les souvenirs qui sont effacés, toutes les histoires familiales, le travail qui n'est plus là. Et à partir de ce moment-là, c'est cette notion d'urbicide, moi, dans mon travail, je m'en suis saisie pour montrer que, justement, ça va vraiment bien au-delà du bâti, du patrimoine culturel, etc. Et que, finalement, détruire une usine, ça a des conséquences souvent beaucoup plus graves sur le quotidien et la vie des gens que la destruction d'une église. Or, il y a un prestige attaché à la destruction, au patrimoine, qui a invisibilisé le reste des destructions à Mostar. Si je peux juste finir sur quelque chose, c'est que du coup, cet urbicide à Mostar, il a servi évidemment à séparer les communautés, à séparer les gens, à séparer les familles et à empêcher leur retour, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit aussi. Et personnellement, je pense qu'après un urbicide, il n'y a pas de retour possible, ou alors il se fait, mais voilà, on ne rentre pas dans ce qui fait le foyer, la maison, tout ça a complètement disparu. Et j'ai perdu mon fil. Eh bien, voilà, on va vous laisser le retrouver et on va donner la parole à Ngoya Badescu. Alors, vous êtes arrivé aussi en tant que géographe au départ, mais travaillant aussi avec les autres sciences humaines et sociales par la ville, par le bâti, et vous vous intéressez maintenant effectivement à cette question de l'urbicide. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà si dans d'autres espaces géographiques, vous avez une connaissance très très large de l'espace anglo-saxon, de l'espace allemand où vous enseignez à Constance, mais vous connaissez évidemment d'autres espaces géographiques. Est-ce que cette notion d'urbicide est utilisée de la même manière que à la fois Bénédicte Treinegg nous le disait, qu'Aline Cateux, ou est-ce qu'il y a des nuances selon les endroits où on parle de cette question-là? Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Ok. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors, la première chose que je voulais dire, que c'est la première fois dans ma vie quand je parle en français à un public. Alors, je vous en prie de m'excuser si je ne parle pas français comme je parle anglais, espagnol et autres langues. Alors, il y a un petit peu serbo-croate et allemand, alors, évidemment. Donc, en effet, comme nous tous d'ailleurs, on parle 5 langues en minimum. Allez-y. Comme Bénédicte et comme Aline, je suis arrivé à ce thème de l'urbicide avec une fascination avec l'ex-Yougoslavie. J'ai fait ma thèse en architecture, en effet, histoire d'architecture et théorie d'architecture, sur la reconstruction de Sarajevo et de Belgrade en problématisant la destruction. Et alors, avant de parler un peu de l'espace anglo-saxon, où j'ai fait mon doctorat, je le fais en Angleterre, je voulais souligner que pour Bogdan Bogdanović, le maire de Belgrade, qui était architecte et qui a écrit ça, il est très précis quand il parle d'une bâtie assez spécifique. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mosquée, mais c'est la bibliothèque, le musée. C'est l'espace public où les gens peuvent se rencontrer. Pour lui, la destruction de la ville, la destruction de, comme Bénédicte déjà disait, de vivre ensemble, de détruire la ville en tant que telle. Parce que la ville, c'est l'endroit de la diversité, de l'hétérogénéité, des rencontres. Alors, ce n'est pas un objet qui symboliquement est connecté avec une religion, avec une identité d'un peuple, mais c'est tout le bâti qui est connecté avec la possibilité de rencontre de tous les gens. Alors, par exemple, c'est le célèbre cas de la bibliothèque nationale de Sarajevo qui a été détruite, et qui est un exemple d'urbicide pour Bogdanović, parce que ça c'était pas seulement, c'était une bibliothèque, une archive de l'histoire en commun de la Bosnie-Herzégovine, mais aussi le problème ici est Bogdanović insiste sur l'idée d'intentionnalité. Alors ils doivent démontrer une intentionnalité qu'ils veulent détruire la vie en commun. Et Radovan Karadžić, qui était le chef de l'armée de la République serbe, il avait dit, mais c'est tout archivé, il a dit, à Sarajevo, c'est plutôt la Sodome et la Gomorre, parce que là-bas, les gens font des choses ensemble.
Alors l'attaque sur la ville, et ça c'est la narrative qui existe dans l'espace intellectuel yougoslave, c'est que c'est une attaque rurale contre l'urbain, et ça c'est très spécifique pour l'espace yougoslave. Maintenant, si on va ailleurs, un politologue anglais, Martin Coward, il a en effet adopté l'écriture de Bogdanovich et il a proposé, dans un livre excellent, une thèse que ça c'est une nouvelle forme de violence politique qu'on peut voir à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, où on détruit les villes exactement pour détruire l'urbanité. Alors c'est pas les gens, c'est pas l'espace urbain comme victime collatérale, mais c'est l'espace urbain en tant que tel. Et ici vient aussi la complication, parce que si on a aussi des débats, par exemple on a des débats des théoriciens comme Martin Shaw contre Martin Coward, Martin Shaw dit, mais en effet, on ne peut pas dire que l'urbicide existe, c'est plutôt une partie du génocide, parce que le génocide c'est une attaque du... Mais Martin Coward dit, non, c'est pas ça, parce que le génocide cible un peuple, l'urbicide cible la possibilité de rencontre, la possibilité de la ville hétérogène. Et maintenant, c'est aussi la question, comment est-ce qu'on peut définir des autres endroits comme cible d'urbicide? Parce que ça n'est pas la première ville détruite, Sarajevo. Mostar, les villes historiquement sont détruites dans des combats de siège, dans des combats comme le siège de Sarajevo. Donc, d'une certaine manière, est-ce que comme pour le génocide, terme inventé en 1945, on peut remonter dans l'histoire pour dire qu'il y a eu des génocides dans le passé alors que le terme n'avait pas été utilisé? Ou est-ce que pour l'urbicide, la destruction de Carthage, par exemple, par les Romains, est un urbicide, ou est-ce que c'est autre chose? Ça fait partie de cette ambiguïté. Vous pouvez nous répondre et je donnerai la parole à Bénédicte après. Allez-y. Raphaël Lemkin, dans son travail, il y a un livre sur la conceptualisation du génocide, beaucoup plus tôt. Et il a dit qu'en effet, le génocide, c'est pas seulement tuer les gens, mais détruire le patrimoine culturel d'un peuple. Pour lui, qu'est-ce que s'est passé avec les églises arméniennes? Parce qu'il a fondé la conception du génocide. Et il est le père du génocide. Voilà. Et c'est très, très important pour lui que ça part partie du concept de génocide. Mais la décision de la Convention universelle de génocide a totalement marginalisé et annulé la perspective que le bâti ou le patrimoine culturel soit parti. Et pourquoi? Qui a décidé? Qui a été un acteur important? Aussi, les Anglo-Américains qui ont détruit presque toute l'Allemagne urbaine, et aussi quand Le Havre, tout ça. Alors, parce que Hiroshima et Nagasaki, évidemment. Ouais, on pouvait. Alors, c'était au début, c'était une partie de génocide qui a été niée, et après, ça a été adopté par ce concept de herbicide. Voilà, et donc herbicide est devenu une façon de parler de cela qui aurait dû être dans ce premier concept. Bénédicte. Oui, je rejoins tout à fait. Je voulais compléter justement sur la question de l'intentionnalité. Je parlais de ces petits plans et puis Aline tout à l'heure l'a abordé sur Mostar. En fait, ce qui était marquant, c'est que ce qui était massivement détruit, c'était parce que les médias de notre côté avaient l'air de voir, c'était pas forcément les lieux de l'autre. Alors, en partie, mais pas que, et surtout les lieux du ensemble. Et l'intentionnalité, elle était là, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette volonté politique qui n'est pas un dommage collatéral ou une cible militaire. On ne détruit pas une ville pour avancer, on ne détruit pas une ville parce que c'est plus facile. Depuis Sun Tzu, on sait qu'il ne faut pas rentrer dans les villes, c'est très compliqué, et tous les stratèges militaires ont toujours écrit « on n'entre pas dans les villes parce que c'est un bourbier, et après, en fait, on risque de ne pas en sortir vainqueur ». On n'est pas non plus dans les prises de capitale. Alors, je ne suis pas historienne, donc je ne vais pas être exhaustive sur ces questions-là, mais on n'est pas dans les prises de capitale qui ont pour objectif de marquer, là, maintenant, vous êtes complètement conquis, où on va avoir aussi des destructions qui sont aussi un objectif politique, mais qui est complètement autre. Là, l'idée, c'est que derrière, il faut que les habitants ne vivent plus ensemble, en fait. Il y a vraiment une idée, une volonté politique qui relève de la manière dont on veut faire habiter les gens, dont on veut les faire cohabiter, justement plus cohabiter, et qui va être à la fois une intention de départ et en plus qui va franchement
bien marché parce que quand on reconstruit, on ne reconstruit pas l'habité, on reconstruit des bâtiments. Et ça a été d'ailleurs toutes les questions sur tous les travaux, sur les reconstructions après les villes en guerre. On ne reconstruit pas une ville rasée qui a été rasée pour une avancée militaire de la même façon qu'on reconstruit une ville qui a été détruite de manière ciblée pour que les habitants aient peur de revenir, se cachent dans leur quartier, voire ne reviennent plus du tout dans cette ville et ne s'y sentent plus les bienvenus. Donc c'est pas tout à fait la même chose et du coup ça fait aussi partie des erreurs qui ont pu être faites dans les interprétations, dans la reconstruction. Oui, Aline Cateux, on peut se dire, par exemple, qu'une des interprétations de l'époque, et j'y ai adhéré en tant que lecteur de tous les livres publiés sur l'ex-Yougoslavie, c'était de se dire, ben voilà, les Serbes, ce sont des ruraux qui attaquent la ville parce que cette ville elle est une ville cosmopolite, et donc c'est la haine. On l'écrivait comme ça, c'est la haine contre la ville. On voit progressivement que chez vous trois qui avez travaillé depuis maintenant longtemps sur cette question-là, vous avez changé, un peu évolué dans le rapport justement une explication assez simple. Les ruraux n'aiment pas la ville parce que c'est la ville du vice. Il y a eu une émission hier sur France Culture sur ce sujet-là. Et donc, on n'aime pas la ville parce que c'est le lieu de la débauche, etc. etc. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors je dirais particulièrement en Bosnie-Herzégovine où les villes, les grandes villes de Bosnie-Herzégovine, que ce soit Sarajevo, Mostar, Zenica ou Banja Luka, sont extrêmement poreuses en fait à la campagne. Il n'y a pas ces divisions territoriales aussi marquées que ce qu'on peut le voir chez nous. Ça n'est pas le cas. Il faut aussi remettre en perspective. Alors, pareil, je ne suis pas historienne, donc. Arrêtez de vous excuser de pas être historien. C'est fatigant. Mais il y a eu des extrêmement grands déplacements de population pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment en Bosnie-Herzégovine. Il y a des millions de gens qui ont afflué venant des campagnes vers la ville. Donc il y a déjà eu ce contact-là. Les gens qui, dans les années 90, habitent la ville sont donc les descendants de ces gens qui venaient de la campagne, ont tous gardé une vikendica, une petite maison à la campagne, etc. Les gens de la campagne dans les villes de Bosnie-Herzégovine viennent au marché. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est poreux. Il y a constamment cette... au début, cette présentation d'une séparation très radicale, en fait, entre le rural et l'urbain, en ce qui me concerne, je pense, ne tient pas la route. Et puis, mais ça a beaucoup tenu la route. Par exemple, les reporters qui se rendaient et qui vivaient à Sarajevo, qui se retrouvaient dans le siège en passant par l'aéroport, par exemple, revenaient toujours en nous disant, nous qui étions éloignés, nous disant quelque chose de cet ordre-là. Il fallait une grille d'interprétation assez simple pour comprendre pourquoi, au-dessus de Sarajevo, avec les collines qui l'entourent, bien voilà, il y avait des ruraux, des méchants ruraux qui attaquaient les gentils urbains. Voilà. Oui, c'est un peu la tragédie de cette guerre. Hein. C'est simplifié à outrance pour faire comprendre les choses. Moi, il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir, parce que j'ai rattrapé le fil de tout à l'heure, et je voulais rebondir sur ce que venait de dire aussi Bénédicte, sur la question évidemment du vivre ensemble. Une des choses qui est souvent très invisibilisée dans la question de l'urbicide, et moi enfin voilà, ça m'irrite très fortement, c'est la destruction du patrimoine industriel. Et de ce qui faisait le travail ensemble, de ce qui était une très grande partie du vivre ensemble en Bosnie-Herzégovine, puisque on était dans un régime de socialisme autogestionnaire et que l'usine avait une place extrêmement importante dans le quotidien des gens, et particulièrement à Mostar, qui aujourd'hui, avec sa reconstruction, a été entièrement reformulée par l'Union européenne, qui était en charge en fait de la reconstruction de la ville. C'est un fait unique dans le pays. Mostar était une ville industrielle, militaire, minière, pauvre et extrêmement, avec un taux d'adhésion au Parti communiste extrêmement fort.
et un centre, c'est important aussi, de la police politique de l'Udba yougoslave qui opérait en Herzégovine et qui opérait une répression assez féroce sur tous les gens qui étaient soupçonnés d'avoir été des fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est là où je reviens d'abord sur le fait de démonter un peu cette haine du rural contre l'urbain. C'est que si Mostar a été amochée et détruite, c'est la ville qui a gagné le malheureux adjectif de ville ayant subi le plus de destruction pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Cet acharnement sur Mostar de l'armée des Serbes de Bosnie et puis des forces des Croates de Bosnie, c'est d'abord sur la ville socialiste, sur la ville communiste, sur la ville rouge, hein, on l'appelait la petite Moscou, et sur cette volonté de détruire ce symbole de l'unité qu'était Mostar, qui était donc cette ville ouvrière où il existait une solidarité énorme, sans vouloir faire d'essentialisation du monde ouvrier magnifique, où tout le monde se tient les coudes, et où les premières cibles ont été les usines, mais aussi où les premières tentatives de division de la population sont passées par les lieux de travail, dans les conseils ouvriers, à l'université populaire, sur les lieux de l'usine, donc où on commence à briser ces chaînes et de solidarité et de solidarité. Et la destruction des usines est la première chose. Alors évidemment, on peut l'interpréter aussi sur on brise les moyens de production, comme ça on appauvrit, etc., etc. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est aussi les choses qui n'ont pas été reconstruites après l'herbicide, parce que cette mémoire-là, d'abord la mémoire du socialisme autogestionnaire, c'est le diable pour l'Union européenne. Il faut absolument écraser cette subversion-là et le risque de l'organisation collective, du souvenir aussi de cette solidarité. Et on reformule la ville dans une ville dévouée au tourisme, parce que le tourisme, c'est bon pour la réconciliation, parce que le cosmopolitisme, ils vont voir du monde et ça va leur aérer le cerveau. Littéralement, le plan de reconstruction de la ville, ça a été ça. Et on maintient en fait dans le noir tout ce passé antifasciste, communiste et industriel. Et ça, sur les questions de reconstruction, de mal reformuler les constructions et d'aboutir à des échecs aussi douloureux que ça, Mostar est un exemple absolument malheureusement parfait. Alors, Groya Badescu, est-ce que vous pensez, vous, que ça marche, l'herbicide? C'est-à-dire, à quelles conditions ça marche? Je vais pas demander une grille de lecture ou un mode d'emploi, mais d'une certaine manière, on voit bien ce que dit Aline Cateux, ça peut marcher, mais en changeant la nature de la ville, ça fait autre chose. Évidemment, le mode de la reconstruction est très différent, et on le sait, il y a des experts internationaux de la reconstruction qui sont des architectes, des urbanistes, qui viennent en conseil, pourrait-on dire, dans ces cas d'herbicide. Qu'est-ce qu'on dit de cela, justement, quand on relance la construction de Sarajevo? Est-ce qu'on veut refaire la Sarajevo dont parlait Bénédicte en ouverture de cette discussion, c'est-à-dire une Sarajevo multiconfessionnelle où les gens vivent ensemble? Et comment faire pour le faire? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Oui, en effet, c'est la question de la reconstruction qui m'a amené dans ce champ de travail, parce que c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et quand on a une ville cible d'herbicide, alors, si on prend l'acception du terme de Bogdanovic, alors de détruire l'espace commun. L'esprit de la cité. L'esprit de la cité comme endroit hétérogène, comme le mot en commun, comme disait Hannah Arendt. Alors, comment est-ce qu'on répond à ça? Et qu'est-ce que s'est passé? On a dans des villes qui ont été cibles de ça, on a des acteurs à la reconstruction qui sont l'économie politique. Alors on a les investisseurs, où ça n'importe pas la question de vivre ensemble, mais on a aussi des bâtiments symboliques pour une identité précise, spécifique. Par exemple, à Sarajevo, on a aussi une ségrégation démographique de la ville après la guerre. On a maintenant, on peut dire, deux villes, Sarajevo et Istočno Sarajevo, la Sarajevo de l'Est, où on a une petite population de Serbes bosniaques. Et dans tous les deux parties, on a des grandes mosquées ou des grandes églises orthodoxes pour marquer le territoire. Alors c'est plutôt l'envers de faire d'espaces communs, mais les autres peuvent dire
c'est pour servir la population majoritaire. Hein. Mais moi, j'ai cherché en effet des pratiques architecturales dans la reconstruction qui voulaient exactement créer l'espace commun. Et j'ai trouvé des architectes qui, toute son œuvre était de montrer l'esprit de la ville et l'esprit de rencontre. Par exemple, Amir Vukzets, un architecte qui, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à travailler là, il n'était pas assez connu. Maintenant, il est un peu un star à Sarajevo, mais il disait Sarajevo, c'est une ville de rencontres de l'Est à l'Ouest, des traces d'un passé, des empires, les Ottomans, les Habsbourg, les chrétiens, les musulmans, tout ensemble. Et comment est-ce qu'on représente ça? Il faut que le design architectural, c'est un peu différent. Il faut qu'on mélange. Il disait, si on peut cuisiner le plat principal, le bosanski lonac, avec beaucoup de temps, et tous les ingrédients y mêlent à un moment donné, c'est comme ça une recette pour l'architecture. Et j'appelle ça en anglais, parce que je ne sais pas comment on dit en français, placemaking. Oui. Si vous pouvez, placemaking. Construction d'espace. Construction d'espace, mais c'est assez spécifique dans le design urbain. Mais syncretic placemaking. Placemaking syncrétique. Où on a des traditions diverses qui sont amenées ensemble. Alors ça peut être... Mais en cherchant l'intentionnalité des architectes de faire ça, j'ai trouvé que c'est une minorité. Si on prend un autre exemple que vous connaissez comme Bénédicte, Beyrouth. On voit ce qui est en train d'arriver à Beyrouth, mais la reconstruction par Rafik Hariri et la société solidaire dont il était le principal actionnaire du centre de Beyrouth après la guerre civile, c'est une reconstruction rapide, au contraire, très rapide, qui d'une certaine manière ne prend pas le temps que vous êtes en train de décrire, qui est nécessaire pour vous, visiblement, pour pouvoir justement refaire ce vivre ensemble dans la ville qui est le souhait de cet architecte que vous citiez tout à l'heure. Ouais. Alors, à Beyrouth, c'était totalement une autre recette. Et premièrement, je dois dire que l'urbicide à Beyrouth était un concept utilisé par Sara Fregonese, une chercheuse italienne britannique, qui a parlé les deux premières années du conflit à Beyrouth ont détruit le centre-ville. Et le centre-ville était l'endroit de négoce, l'endroit de rencontre, l'endroit de Beyrouth cosmopolite, de Paris, du Moyen-Orient dont on parle tant. Et le musée, le quartier du musée qui était central. Alors c'est tout... ces lignes de démarcation et toute la destruction était dans cet endroit de rencontre. Et la population a été envoyée alors c'était une ségrégation géographique qui est parue aussi à cause de la guerre. Et après, quand on reconstruit aussi ce centre. Mais avec cette méthode de master plan qui fait premièrement, ils ont détruit tous les bâtiments qui sont restés pour reconstruire tout dans une manière très homogène, qui en effet, du point de vue du design, c'est top, mais du point de vue de la vie sociale, maintenant, c'est mort. C'est mort. C'est une ville qui a perdu le centre. Dans ce quartier. Et du point de vue de l'économie politique, et Aline parlait toujours et beaucoup sur ça, c'est très important de voir que le centre-ville n'était pas des gens d'avant qui pouvaient aller dans les souks et acheter quelque chose, mais seulement des boutiques de luxe pour des gens qui venaient de Golfe. La propriété était consolidée. Alors c'est devenu un centre vide. En effet, hier, Camille Amoun a dit qu'en effet, pour lui, le centre-ville, c'est le centre vide. Je trouve ça c'est excellent pour décrire ce qui s'est passé. Mais du point de vue de style, de design, j'ai eu beaucoup de conversations à Beyrouth avec des gens qui étaient vraiment qui détestaient Solidaire, mais j'ai dit peut-être en 40 ans, en 50 ans, mais ça c'était avant de ce qui se passe maintenant. Ouais. Peut-être en 40 ans, cet espace urbain va être apprivoisé, que les gens peuvent repopuler, que ça devient plus hétérogène, et le bâti est bien. Et peut-être ça peut redevenir un centre-ville, une âme de la ville. Bénédicte, sur ce même point. Dans le cas de Beyrouth, il y a aussi toute la controverse autour justement de qui a financé, comment ça a été financé. Donc pour les habitants, c'est aussi
des raisons politiques de refuser. Et au final, moi, je me suis aussi intéressée à Mitrovica au Kosovo, où j'ai passé beaucoup de temps. Et on constate que la reconstruction, elle se pense, je vais être très schématique, mais de deux manières. Soit on refait à l'identique, soit on efface. Et au final, si je prends Mostar, on essaie de refaire le pont à l'identique avec un programme qui est financé par l'extérieur. Le pont de Mitrovica, on essaie d'effacer. Alors refaire le pont de Mitrovica à l'identique, c'était une plaque de béton qui traversait la rivière Ibar. Il n'y a pas grand-chose à refaire à l'identique. Donc là, on va effacer, on va essayer de refaire du gigantisme. Là où autour, les bâtiments, c'est vraiment la pauvreté la plus extrême. Vous avez le gymnase qui s'effondre et on a un pont gigantesque allumé de lumière toute la nuit quand il y a des coupures d'électricité pour les habitants, 1 heure toutes les 3 heures. Donc ça ne marche pas non plus. Le gros problème, c'est justement les grilles de lecture. En fait, on reconstruit sans prendre en compte au départ qu'est-ce qui a été détruit. Pour les habitants, qu'est-ce qui a été détruit? Si c'est l'habité qui a été détruit, c'est pas tout à fait la même chose que seulement le bâti. Et en fait, si on pense le bâti que d'un point de vue architectural, on zappe en fait pour qui on reconstruit pour les habitants. Et très souvent, en plus, ils sont exclus du processus même de décision, puisque ça vient par le haut quand on a l'Union européenne ou quand on a des gouvernements qui vont vouloir faire leur projet, qui finalement s'adresse plus à ceux qui ont financé. Quand on prend l'Union européenne, ça s'adressait plus à nous pour faire de jolies photos et bien montrer à quoi servaient nos impôts. Et regardez, on a fait ce qu'il fallait pour ces populations, avec un petit peu de condescendance au passage, sans forcément prendre le temps d'avoir justement qu'est-ce qui a été détruit. Et toutes les mauvaises grilles de lecture font qu'on a des espaces vides, des espaces peu fréquentés, des espaces... Alors c'est très beau sur les cartes postales, mais en fait, quand on interroge les habitants, aujourd'hui, qui passe le pont de Mitrovica? Pas grand monde. Comme avant, en fait, on a un quartier nord, un quartier sud, il y a une division de la ville qui est phénoménale, avec des langues différentes, avec des conflits qui restent. Ce pont, il est même devenu le symbole de la manifestation du fait qu'on est divisé. Donc le symbole du pont, c'est un échec total. Reconstruire le pont... C'est-à-dire que le pont est un mur, quoi, d'une certaine manière. Clairement, ce pont est un mur. Alors même que... Le pont, c'est aussi mettre autant d'intérêt dans le pont, c'est aussi plaquer notre grille de lecture. Sur nos billets d'euros, on a des ponts. Les ponts un peu imaginaires qui sont censés représenter toutes les époques de l'architecture, alors censés représenter de l'architecture européenne. Donc pour nous, ça fait sens et du coup, on va aller plaquer des grilles de lecture qui ne font pas sens pour les habitants. Aline Cateux. Oui, je voulais rebondir sur ce que Grouillat et Bénédicte venaient de dire aussi. Reconstruire pour qui? Pendant la guerre en Bosnie-Herzégovine, 80% de la population ont été déplacés. À Mostar, à la fin de la guerre, 60%, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à Mostar, 60% des résidents de Mostar n'y sont pas nés ou n'y habitaient pas en 91 lors du dernier recensement. Donc on reconstruit pour qui? Alors il y a évidemment légitimement cette période d'attente immédiatement après la guerre parce que on ne sait pas, est-ce que les gens vont rester, est-ce que les gens vont repartir, est-ce qu'ils vont s'installer, etc. Là en l'occurrence, alors c'est facile de le dire 30 ans après, mais cette guerre elle a été faite pour déplacer, on s'est servi du déplacement des populations et de la cimentation en fait de ces déplacements et d'être sûr que les gens n'allaient jamais repartir pour construire une homogénéité ethnique qui allait constituer un électorat pour les élites. Et qui d'ailleurs arrangeait toutes les communautés, ou pouvait arranger toutes les communautés, les élites politiques parfois. Et qui finalement arrangeait bien les internationaux aussi. Au moins c'était stable, chacun chez soi, c'était clair, la mixité, tout ça c'est trop compliqué. Donc à Mostar, on arrive avec une ville qui a retrouvé son niveau démographique à peu près de 110 000 habitants. Enfin là c'est un peu moins maintenant parce qu'il y a quand même pratiquement 1,5 million de personnes qui ont quitté ce pays en moins de 10 ans, donc ça commence à se voir. Mais finalement, 60% des gens qui habitent à Mostar au moment où elle va être reconstruite n'en sont pas originaires.
Alors certains la connaissaient, puisqu'ils habitaient peut-être seulement à 10-20 km, mais ils ont dû eux-mêmes quitter leur village d'Herzégovine de l'Est, etc. D'autres venaient de Bosnie centrale, donc qui est une région verte, vallonnée, arrivent en Herzégovine où en gros il y a des pierres, des serpents et il fait 45 degrés. Et se retrouvent dans un environnement extrêmement hostile, dans une ville où souvent on ne veut pas d'eux, où ils se sont retrouvés là. Alors, soit c'est des réfugiés, soit c'est aussi des réfugiés volontaires, parce que l'Église catholique avait facilité ces déplacements de population, genre, il y a une maison vide, ça sera mieux que votre petite bicoque de village, etc. Et on a déplacé voilà. Mais du coup, qui a la légitimité à Mostar de se dire mostarien. De se dire mostarien et d'avoir son mot à dire sur la façon dont la ville devrait être construite. C'est toujours un débat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à Mostar, on est capable de vous remonter votre arbre généalogique sur je ne sais pas combien de générations en disant oui mais bon, ta grand-mère elle est née au village il y a 40 ans, donc il y a 40 kilomètres, donc tu n'as pas la légitimité de... Et c'est évidemment le cas pour toutes ces nouvelles populations de réfugiés ou de déplacés internes aussi, parce qu'il y a ça, il y a aussi ces déplacements internes à la ville, où finalement, quand il y a eu des tentatives de consultation, parce qu'il y a des organisations administratives, ce qu'on appelle les Mies Nasa et Nitsa, qui sont un peu comme les conseils de quartier, qui ont quand même une certaine autorité dans l'organisation administrative locale. Et oui, mais attends, lui, il est arrivé il y a 30 ans, il n'a pas son mot à dire sur ma rue. Donc c'est très compliqué de savoir comment on reconstruit une ville et en permettant à toutes ces populations différentes qui la constituent aujourd'hui de pouvoir se l'approprier. Et c'est un niveau supplémentaire en fait de division. Gloria Badescu, vous nous avez expliqué tout à l'heure que si on avait suivi la définition voulue par Raphaël Lemkin, on n'aurait peut-être pas eu à inventer le terme d'urbicide, puisque ça aurait été intégré dans la notion de génocide, peut-être d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, on voit que parfois, il ne suffit plus ce terme d'urbicide, et que même avec les multiples transformations de sens qu'il peut avoir pris au fur et à mesure du temps, on invente maintenant le domicide. Alors, c'est quoi le domicide, dites-nous? Alors, premièrement, avec génocide et urbicide, alors Lemkin disait que si on détruit le patrimoine d'un peuple, on détruit le peuple. Bogdanovich et Howard disaient que si on détruit la possibilité de rencontre entre des gens différents, alors c'est différent. Alors, je pense que les deux concepts sont assez différents. Mais c'est intéressant qu'ils ont été utilisés et changé leur signification dans beaucoup de moments. Le domicide, alors, comme l'urbicide, le domicide vient des débats dans l'urbanisme des années 60-70, quand on avait la transformation moderniste de la ville. Parce que urbicide, comme vous avez déjà dit, aux États-Unis, quand New York avait toutes ces autoroutes plantées dans les années 70, les urbanistes disaient, ça c'est deux qui Marshall Berman et une urbaniste qui disait, ça c'est urbicide. Alors le terme a été vraiment une partie de l'urbanisme. Aussi domicide, c'était la même chose. C'est-à-dire la transformation radicale de quartier dans une ville qui n'est pas en guerre. Alors c'était pas l'acception de Bogdanovich qui est devenue l'acception contemporaine, disons. Le même avec domicile. Domicile était quand on fait un renouvellement urbain, quand on détruit une partie d'un quartier considéré précaire et on construit quelque chose d'autre, c'est le domicile parce qu'on envoie des gens de chez eux. Et ça, c'est passé en France, comme c'est passé aux États-Unis, comme c'est passé en Europe orientale, partout. Mais Amar Azzouz, qui est un architecte syrien, il a écrit un livre que j'ai eu le plaisir d'être le reviewer, de faire la chronique. La chronique, c'est sur le domicile comme concept de la destruction en Syrie. Alors, pour lui, c'est la destruction de chez soi. De l'habiter, comme disait, c'est très important ici, disait Bénédicte. Alors, et domicide signifie c'est pas vraiment qu'on détruit les possibilités de vivre ensemble ou un groupe, mais on détruit la capacité de vivre des gens. Et qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? On a des 12 millions de gens qui ont été déplacés
par raison de la guerre dont on ne parle plus. C'est très intéressant. Alors c'est vraiment une quantité incroyable de gens. Et au Liban, maintenant, les derniers 10 ans, on a 2 millions de réfugiés syriens qui vivent avec les réfugiés palestiniens dans un pays de 5 millions et qui maintenant a aussi ses propres réfugiés. Alors c'est vraiment, on ne doit pas oublier de ça. Et pour autant, vous pensez que la destruction d'Alep, par exemple en Syrie, ça n'est pas exactement un herbicide? Ça dépend, parce que... Alors, vous savez, on pratique pas à pas pour que vous suiviez bien la multiplicité des interprétations. Si vous êtes perdu, vous venez le voir à la fin, parce que c'est compliqué. On a ici la grande question. La définition de Bogdanovich était que l'herbicide est détruire la ville en tant que telle. Alors, la ville pour être ville. Pour Bogdanovich, pour l'ex-Yougoslavie, la ville pour être ville, c'est la ville post-ottomane, dans l'espace post-ottoman qui est les Balkans, mais aussi le Moyen-Orient. On a des chrétiens, des musulmans, de tout le monde ensemble. C'est une société multiculturelle, pas comme l'Europe occidentale médiévale où les gens étaient expulsés, non? Mais la société post-ottomane était comme ça. Et alors la ville était comme ça. Mais Stephen Graham, qui est un géopolitologue britannique, dit si on prend ça, la ville en tant que telle, on a aussi l'imaginaire, par exemple, des villes au Moyen-Orient, qu'il abrite des groupes terroristes. La destruction de Fallujah en 2000, de Bagdad ou de Gaza maintenant, peuvent être vus qu'ils détruisent tout le bâti, parce que la ville, l'imaginaire de la ville là-bas, que la ville est dangereuse. La ville abrite, comme le Casbah d'Alger. Alors, là-bas, c'est la violence. Alors, on détruit la ville parce que la ville est problématique. Alors, comme ça, on peut vraiment dire que Gaza, c'est un herbicide, si on suit cet argument. Et tout le monde est d'accord, justement, sur ce type de lecture. Bénédicte? Alors, moi, je voudrais revenir au point de départ. Quand j'ai croisé ce terme d'herbicide, je me suis dit, ça précise des choses, ça situe des choses. Et au final, au fur et à mesure des emplois, notamment dans la littérature anglo-saxonne, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que tu as fait? Il fallait surtout pas s'emparer de ce terme. Parce que, justement, il y a eu une littérature qui, par exemple, parle de destruction... de camps de Palestiniens au Liban en parlant d'herbicide. Alors moi, je ne l'entends pas du tout comme un herbicide, puisque le camp, déjà, ce n'est pas tout à fait une ville. Si on reprend les travaux de Michel Agier, la ville, ce n'est pas que la concentration, et justement, les camps de réfugiés, on ne peut pas les classer comme ville, puisqu'il n'y a pas une autonomie, il n'y a pas tout ce qui fait, en fait, que les habitants ont une urbanité. Et pour la deuxième raison, en fait, on est loin d'être dans des espaces qui créent de la rencontre. On masse des gens qui ont une même identité, ou en tout cas un même parcours, parce que même s'il y a plusieurs arrivées de réfugiés de plusieurs destinations, en fait, un même parcours qui, à un moment, sont massés là, et puis avec... des libertés de circulation très restreintes, donc à l'intérieur du camp seulement. Donc ces destructions, pour moi, elles font pas partie d'herbicide, et justement dans les emplois actuels, là on va dire depuis un an à peu près, oui, depuis un an, on parle beaucoup d'herbicide dans le cas de Gaza, et moi je suis très 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 mal à l'aise. On m'a demandé plusieurs fois d'intervenir et je me dis en fait c'est pas comme ça que je l'entendais. Alors je dis pas que j'ai la définition ultime, mais en tout cas est-ce qu'on est vraiment sur un espace de vivre ensemble, et est-ce qu'au départ on n'était pas déjà sur du séparé et on détruit autre chose, on détruit un territoire. Alors les géographes adorent les concepts, donc il y a eu aussi l'idée de faire émerger le concept de spatiocide. Je suis pas sûre qu'il faille... Ah oui, vous croyez que c'était fini? Vous pensiez que c'était fini, qu'il n'y en avait plus, mais on vous en rajoute encore. Les spatiocides. Je suis pas sûre qu'il faille aller là-bas, mais en tout cas, je pense que c'est très 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 important de bien caractériser les choses et d'étendre de manière... d'étendre de plus en plus le terme d'herbicide. Je pense qu'on perd l'intérêt en fait qu'il y avait au départ à caractériser quelque chose. Aline Cateux, sur cette intervention de Bénédicte, vous êtes d'accord, ou vous avez des nuances par exemple sur ça? Alors moi je vais rajouter une troisième voix. Vraiment je vous prie de m'excuser, mais moi je m'en tiens assez rigoureusement à ce que Véronique Naum-Grapp en dit, l'anthropologue Véronique Naum-Grapp, qui est
Qui a travaillé sur l'ex-Yougoslavie. Qui a travaillé sur l'ex-Yougoslavie, sur l'exercice de la violence sur les femmes en particulier. Sur les femmes en particulier, et voilà, qui est une immense collègue. Véronique dit l'urbicide, c'est le meurtre du social. Et j'aurais tendance à. C'est pas que je m'en tiens à ça, mais en fait, pour moi, dans mon métier d'anthropologue et dans ma façon de regarder Mostar et les autres villes que j'ai pu croiser, c'est ce que j'ai choisi, en fait, comme guide, comme fil rouge dans ma propre définition, ma propre caractérisation de ce qu'est l'urbicide, c'est-à-dire c'est tout ce qui s'effondre avec les bâtiments. La vie sociale. C'est la vie sociale. Donc après, les questions voilà, évoquées par Grouillat et Bénédicte, peut-être que j'ai pas une réflexion aussi poussée par rapport à ça sur ce qu'est un urbicide, pas un urbicide. Je pense que je serais assez apte à me dire non, je sais pas, on discutait de l'Ukraine tout à l'heure, etc., etc. Mariupol, ça peut être un urbicide ou pas? Moi, c'était mon impression, mais en même temps aussi, c'est très délicat d'en parler parce que il y a l'immédiateté. Oui, mais parce qu'on vous enjoint de choisir. Et voilà, on nous demande tout le temps de caractériser les choses. Là, tout de suite, maintenant, il faut des réponses. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est un urbicide? D'abord, c'est pas tout le temps à nous de caractériser les choses, en tout cas en ce qui concerne le génocide, c'est sûr. Mais surtout, il faut le temps d'établir les choses, en fait. Il faut pouvoir aller sur. Enfin, moi, ça me met très mal à l'aise de dire, bah oui, bien sûr, c'est un urbicide. Je connais pas la ville, je sais pas comment elle était avant, je sais pas comment elle était maintenant. Et comment elle sera demain. Comment elle sera demain, tout ça. Et je connais pas les gens non plus, donc c'est extrêmement compliqué. Mais pour moi, ce qui prime, c'est vraiment cette volonté du meurtre du social avec la destruction de la ville. C'est comme ça que j'essaie de baliser les choses. Oui, et moi je voudrais rebondir sur le mot volonté. En fait, quand on nous demande de caractériser dans l'immédiat, on est bien embêté parce qu'en fait on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait une intentionnalité. Et cette intentionnalité, il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir. Là, moi je suis pas dans la tête des acteurs de tous les conflits et du coup, il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir que toute la communauté et juridique et universitaire puisse avoir suffisamment de sources, on va reparler d'histoire, de sources sur ces choses-là, et en tout cas sans l'intentionnalité, c'est pas la même chose. Oui, et on peut dire quand même, Aline et puis Brouillard, il y a eu un tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Ce tribunal a existé, a condamné des criminels de guerre. Pourquoi, par exemple, cette question de l'urbicide n'était pas au cœur des jugements qui ont été portés contre Milosevic, contre Karadzic, dont parlait tout à l'heure Grouillat Badescu? C'est-à-dire, d'une certaine manière, est-ce que ça n'est pas entré dans la sphère juridique internationale, ce terme d'urbicide? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas considéré comme ça n'est rien d'autre, justement, c'est l'inverse, ça n'est rien d'autre que finalement un tas de ruines, c'est pas si grave, on va reconstruire. Enfin, je veux dire, concrètement, c'est un peu ça. L'urbicide n'est jamais rentré dans le corpus juridique international, ce qui est bien dommage, puisque il permettrait, en fait, alors d'abord de juger les gens pour les destructions. Des destructions des villes, mais c'est la destruction des vies des gens, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la destruction d'une vie, c'est le meurtre d'une personne, mais l'urbicide, il détruit la vie des vivants, en plus de faire des morts. Et dans le cadre de ma recherche, j'ai eu l'occasion de lire les minutes du procès de Perišić, dont j'ai malheureusement oublié le prénom, qui est responsable de la première destruction de Mostar. Et la destruction de Mostar n'a jamais été jugée. La destruction du pont a été jugée comme étant, ce qui est aussi mon avis, mais la destruction d'un objectif militaire, puisque c'était le dernier pont qui servait à approvisionner, évacuer les blessés, etc. Mais en regardant la façon dont Perišić a ordonné la destruction de Mostar, c'est dans les minutes du procès, on a la chance d'avoir des archives énormes avec La Haye, on s'aperçoit qu'en plus le fait de pouvoir juger les urbicides permettrait d'ouvrir des portes d'entrée sur l'enquête et sur l'instruction en fait d'autres crimes qui ont été commis. Mais voilà, c'est encore une fois, des bâtiments brûlent, des écoles sont détruites, on reconstruira. Oui, Grouillat sur cette question. Je voulais historiser un peu. Comme je disais avant, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait
l'opportunité de parler de crimes de guerre, y compris de l'idée de Lemkin, qu'en effet la destruction de patrimoine fait partie du génocide, dans tous les débats et tous les procès. Mais la décision a été de ne pas intégrer la destruction du patrimoine culturel au génocide et aussi de ne pas punir. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on avait à la table les États-Unis et plutôt la Grande-Bretagne qui a vraiment détruit, même plus peut-être dans les bombardements que l'Allemagne. Hein. Et c'était un thème très tabouisé. Et ça est resté comme ça. Alors, quand on a eu la situation en Yougoslavie, à Beyrouth, les années 80, 90, 2000, on avait toujours cette faiblesse de considérer la destruction du bâti autre chose que la destruction militaire stratégique ou collateral damage. Dommages collatéraux. Alors, c'était le seul cadre qui était accepté. Mais tout a changé. C'était vraiment une révolution juridique de patrimoine dont je ne sais pas si on parle, avec la décision de criminaliser la destruction au Mali il y a quelques ans. Alors ça a déjà ouvert un champ. Un champ de pouvoir punir quelqu'un pour détruire patrimoine culturel comme violence politique. Et c'est vraiment un changement. Au moment du patrimoine, c'est aussi c'est très important. Au moment du juridique, c'est important. Et donc, ça veut dire que ça ouvre des champs qui peut-être pourront être appliqués plus tard, dans lesquels on pourra appliquer des nouvelles législations internationales. Ça n'est pas fini pour l'instant. Ouais. Est-ce que, avant de donner la parole à la salle, puisque je pense que vous avez beaucoup de questions à poser à nos invités, est-ce qu'il serait possible d'expliquer que comme un mot naît, un mot peut mourir d'une certaine manière? J'avais l'impression que vous nous disiez, Bénédicte, que vous aimeriez bien que Urbicide, que vous avez contribué à populariser, s'arrête et n'existe plus. Alors, pas s'arrête, mais s'arrête dans son extension, justement. En tout cas, reste sur quelque chose qui définit des choses précises. C'est vrai pour tous les crimes de masse, en fait. Sur les crimes de masse, on voit à quel point ils sont plus opératoires si on entend beaucoup trop de choses à l'intérieur, que ce soit comme grille de lecture ou que ce soit pour caractériser d'un point de vue juridique ce qui s'est passé. C'est extrêmement important qu'on arrive à s'entendre. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas des débats dessus, mais je ne suis pas sûre qu'il s'arrête dans l'extension de l'acception. Oui. Aline ? Oui, je suis complètement d'accord avec ça, parce qu'en fait, on vide les mots de leur sens. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de vous le dire, vous le savez. Vous le savez déjà, c'est un processus, mais à force de répéter des mots à tort et à travers, et pour qualifier, parce qu'on a l'impression... Alors, en fait, c'est aussi profondément... Enfin, je veux dire, c'est aussi, j'allais dire, profondément humain. Je ne suis pas certaine... Enfin, vous allez comprendre, mais je comprends le dévoiement de ce mot, parce que si on dit urbicide, ou si on dit génocide, d'ailleurs... on pense qu'on va arriver à faire comprendre que c'est grave. Et c'est aussi humain, enfin, je veux dire, de la part des acteurs de terrain, des activistes, etc., de vouloir dire on est en train de mourir, en fait. Si on est humanitaire, on est humanitaire dans une ville qui est en train d'être détruite, on a envie effectivement de... On va vouloir attirer l'attention. Ce qui est plus problématique, c'est quand les médias, les journalistes... c'est pas grave, j'ai généralement l'habitude. Il y a forcément une clique pour les journalistes, mais c'est pas grave, je le prends pour moi. Non, le prenez pas pour vous. Mais après, le problème, c'est quand ça, en effet, le travail de définition et de précision n'est pas repris en fait dans les gens qui vont faire circuler, ces propos. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible de les répéter tout en corrigeant ou nuançant les choses, mais là aussi je pense qu'il y a aussi toujours cette histoire d'immédiateté, c'est qu'il faut mettre des mots très précis sur ce qui se passe là tout de suite, qui force l'imprécision. Gruia Badescu. Je suis tout à fait d'accord avec vous deux. En ajoutant, c'est un peu l'utilisation qui maintenant est ubiquue de ce mot, mais c'est toujours à un niveau de métaphore. On dit c'est l'urbicide. C'est pas comme le génocide. Le génocide, c'est le plus grand crime du monde. Et c'est utilisé, c'est bien politisé, bien sûr. Mais l'urbicide, c'est un peu
mais c'est aussi pour souligner, par exemple, j'ai des amis architectes en Ukraine qui disent on a le urbicide de l'Ukraine. C'est beaucoup plus compliqué de débattre ces catégories de destruction de villes comme urbicide. Mariupol, c'est différent, mais les autres sont plutôt dans la logique stratégique. Mais ça, c'est une autre discussion. Vous voulez dire que quand on va au bombardement de Kursk, c'est un bombardement militaire et c'est pas forcément un urbicide. Mais de l'autre côté, c'est important pour mes amis de ce pays de légitimer ça comme l'urbicide, parce qu'ils souffrent, parce que c'est une métaphore de la souffrance, et de voir les environnements urbains qui sont très chers à eux, comme se passe maintenant à Beyrouth, comme se passe à Gaza, des gens qui voient ça et ils ont besoin d'un concept. Parce que, aussi, quand on ne peut pas trouver de sens dans ce qui se passe, ça aide. Alors, je ne sais pas le futur, l'avenir de ça, mais vraiment, c'est le présent. Et Graham a dit que voilà, c'est une terme de nos temps, mais il a dit ça il y a 20 ans. Le problème est que maintenant, c'est beaucoup plus de notre temps qu'avant. Oui, c'est assez pessimiste, mais c'est assez réel aussi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai monsieur qui demande le micro. On va avoir un micro qui va arriver. S'il n'arrive pas, je vais monter. Je ne peux pas vous monter avec ce micro-là. On va attendre, vous patienter 2 petites minutes. Quelle autre personne voudrait poser des questions à nos invités? Oui, j'ai madame devant. Oui, monsieur. Une partie de la salle va rejoindre une autre table ronde, j'imagine. Voilà, merci. Alors, j'ai monsieur à côté de vous, là-bas. Voilà. Oui, merci. Je suis désolé, mais il me semble qu'il y aurait peut-être encore un concept qui serait nécessaire. Parce que, et pas sur une situation d'actualité, sur quelque chose dont on va, je ne sais pas s'il faut dire célébrer, l'an prochain, le 50e anniversaire. Dans le dernier film de Ritipan, Rendez-vous avec Pol Pot, à l'extrême fin, on voit des images qui ont été tournées, curieuse coïncidence, par une équipe de cinéastes yougoslaves qui traversent Phnom Penh. Et il y a des travelling assez longs où on voit Phnom Penh complètement intact, complètement déserté de ses habitants, avec juste les panneaux de circulation routière qui ont été barbouillés, pour un sens qui m'échappe complètement. Donc, comment nommer la situation où la ville est intacte, mais où la population a disparu? On sait qu'elle a été déportée puis exterminée. Est-ce qu'il faut imaginer un populocide? Est-ce qu'il faut imaginer un urbicide humain? Est-ce qu'on doit chercher de ce côté-là? Parce que c'est vraiment, à ma connaissance, c'est un apax, c'est un événement unique, mais il mérite quand même d'être traité. C'est pas un événement unique, mais... Et puis, Alors, je peux répondre que de fait. C'est pas du tout mon terrain, c'est pas du tout, etc. Mais il se trouve que je connais relativement bien Phnom Penh et que... Enfin, relativement bien. Mais... C'est une question... Alors, je crois que ça a été qualifié d'urbicide, mais je ne sais plus par qui. Pour moi, c'est assez clair que il y a quelque chose, puisque même encore maintenant, alors même ça fait une grosse dizaine d'années que je n'ai plus été à Phnom Penh et la ville, je sais que la ville a énormément changé, mais 40 ans après le 76, après c'est 76, la ville qui avril 76, la ville qui est vidée, on le sent encore, hein, que cette ville a été vide pendant si longtemps. Il y a comme si comme s'il restait des interstices de vide qu'on sent. Et il y a une autre ville qui a été vidée en Bosnie-Herzégovine qui s'appelle Stolac, qui est une petite ville, vraiment une petite ville. C'est pas du tout l'échelle de Phnom Penh. Il y a eu, je sais pas, 80% de la ville qui a été vidée de sa population et qui est restée vide pendant extrêmement longtemps. Et après, on s'est livré à des destructions rituelles, les tapis, des maisons ottomanes, enfin, etc., etc. Et à Stolac, aujourd'hui, on sent encore que cette ville est restée vide pendant alors peut-être moins longtemps que Phnom Penh, mais il y a quelque chose du fait d'avoir été vide pendant un certain temps qui a détruit aussi l'esprit de la ville.
Alors après, est-ce que ça correspond vraiment pleinement à la définition de l'urbicide, etc., je ne sais pas. Mais là, pour le coup, aussi, le meurtre du social, indépendamment, qui s'est accompagné à Phnom Penh de destruction d'une certaine catégorie de bâtis, et à Stolats aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent surtout. Oui, Balescu. En effet, ça a été inclus dans la comme une typologie d'urbicide. Et même si on regarde Coward, il a dit de violence politique. La violence politique d'une dictature, bien sûr, est différente d'une guerre, mais ça existe. On parle de violence politique quand on parle d'Argentine, quand on parle de Roumanie, quand on parle de Cambodge. Cambodge, hein, pardon, de Cambodge. Alors, c'est vraiment... c'est inclus, c'est différent. On n'a pas parlé de ça parce que la plupart des conversations étaient sur des guerres, mais violence politique, ça inclut ça. Ça inclut une dictature. Bénédicte. Il me semble que dans l'urbicide, on peut s'entendre sur le fait que c'est le résultat et l'intentionnalité de détruire ce qui fait que la ville est la ville. Et finalement, la destruction du bâti, c'est un des moyens. Vider une ville de ses habitants pour détruire ça, parce que quand ils reviennent, c'est plus les mêmes pratiques spatiales, ça pourrait être un autre moyen, au risque de plomber un peu l'ambiance. Mais il y a aussi toute la question des viols de guerre qui peuvent aussi participer à ça, parce que pour les femmes, après, de devoir continuer à pratiquer cette ville qui a été celle où leurs bourreaux sont juste à côté, et puis qui a été celle où ces viols ont été là aussi ritualisés. Ça fait partie de ces autres moyens, et que c'est pas le moyen qui définit l'urbicide, mais vraiment l'intentionnalité, cette volonté de détruire ce qui fait qu'on a un espace de vivre ensemble. Monsieur, et puis ensuite ici. Une autre... Bonjour, je voudrais savoir si la question de l'urbicide a été appliquée à de l'habitat informel. À l'habitat informel. Alors, je sais pas, les bidonvilles, les choses comme ça. Je pense j'avoue, par exemple à la jungle de Calais, qui en fait la jungle de Calais, d'accord. Qui avait été recréé avec des moyens du bord par des migrants et des migrantes qui trouvaient des ressources. En tout cas, sur les travaux de géographes, ou même dans la littérature, j'ai pas croisé ce terme d'urbicide. Je suis pas sûre que les gens les chercheurs sur les migrations s'en soient emparés. Pas à ma connaissance, mais oui. C'est à creuser, au contraire. J'ai une question ici. Bonjour. Moi, je voulais peut-être faire une tentative un peu folle de positiver un peu le concept. On a maintenant un cahier des charges des choses qui sont nécessaires à une ville, qui sont ultra importantes et qui ne sont pas assez considérées. Et on voit que quand l'urbicide a eu lieu, la ville n'est plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement prendre ce cahier des charges et le remettre un peu dans les pattes de qui de droit sur ces urbicides à long feu à l'époque où nos villes se transforment en fait. On est sur une transformation du tissu urbain, on est sur une question de qu'est-ce qui est prioritaire pour justement éviter le centre-vide, pour que ça redevienne centre-ville. Comment est-ce qu'on peut recréer ces lieux de négoce, ces lieux de rencontre, ces lieux de choses, alors qu'on est plutôt dans faire tout le temps le même centre-ville dans toutes les villes avec les mêmes boutiques aux mêmes endroits. Voilà. Vous voulez dire que ce cahier des charges serait soumis d'une certaine manière aux reconstructeurs potentiels en leur disant, pour refaire une ville, il faudrait ça et ça ? Un peu. Alors les deux dernières questions, en effet, ça remonte l'échelle à l'urbain en général. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on a par exemple de la recherche sur des urbicides dans le camp dont tu as parlé le camp des Palestiniens au Liban, alors le niveau de l'informel. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la destruction qu'on voit dans toutes nos villes, avec toute la transformation et la perte de l'urbanité dans beaucoup de nos villes? Est-ce qu'on va revenir à la définition des années 60-70 de l'herbicide? Toutes les villes peuvent être affectées de ça.
pour le vidage de la vie en commun, la perte des valeurs, la perte de la possibilité même ça, la possibilité de rencontre dans toutes les villes. De l'habité dont vous parliez tout à l'heure, Bénédicte. Oui, oui. En fait, moi, j'avoue que quand je commence dans les années début des années 2000 et que je croise ce concept, ça me permet systématiquement, quand je parle avec les gens, de bien préciser ce que j'entends. Donc, mes travaux de recherche étaient sur les villes en guerre. Et c'est quoi une ville, en fait? C'est quoi une ville en guerre? Et avant tout, d'être bien au clair sur le terme ville, qui n'est pas que du bâtiment, qui n'est pas que de la concentration, de la densité. Et quand on dit ça, on n'a pas tout dit. Et qu'est-ce qu'on met derrière? Donc c'est intéressant pour ça. Ouais. Oui, madame. Moi, j'ai une question toute simple, c'est que j'aimerais savoir comment vous définiriez ce qui est en train de se passer à Gaza au niveau de la ville. Hein, je ne vous parle pas du reste. Tous les observateurs des Nations Unies ou d'ailleurs, enfin des grandes ONG, je ne parle pas des cafés du commerce, disent qu'il faudra au moins 50 ans pour reconstruire cette ville. Donc si ce n'est pas pour vous un herbicide, ça m'intéresserait beaucoup de savoir qu'est-ce que c'est pour vous. Comment vous définiriez ça? Alors, moi, c'est un terrain que je n'ai jamais fait. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal, comme pour l'Ukraine. Hein. On m'a souvent demandé de me positionner sur l'Ukraine. J'y suis pas allée. Enfin, je connais pas ces villes avant, après, et c'est très compliqué de pouvoir vraiment se positionner. Donc, j'ai que des questions que je me pose et j'essaie aussi d'observer. Les questions, c'est est-ce que ce n'est que la ville qui est détruite à Gaza? Et ça me paraît être beaucoup plus, en fait, que c'est vraiment l'idée de territoire, l'idée d'État qui est détruite. C'est pour ça que je parlais du spatiocide, puisque ça avait été proposé déjà en amont, hein, puisque ce conflit ne vient pas de commencer, pour justement le cas de Gaza. Ça m'intéresse. Alors, sans vouloir multiplier absolument les concepts, mais je suis pas sûre que le terme herbicide suffise, en fait, puisque je suis pas sûre que ça ne se passe que dans les villes. Ouais, alors, je suis tout à fait d'accord. C'est pas mon terrain non plus, mais comme je disais, si on regarde l'intentionnalité de l'acteur qui crée la violence pour faire une destruction pour un caractère de la ville, comme ici abritant Hamas, alors on peut le voir comme herbicide. Mais la destruction totale, c'est plutôt... Pour moi, c'est une autre question. La reconstruction, qui va le faire et pour qui? Et si ça va pas peut être comme Grozny en Russie, qui a été construite une reconstruction de violence, en effet. Peut être totalement notre population, ou la même population, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on voit la continuation de violence par la reconstruction qui va passer? Allez. Oui, alors, dans le cas de Gaza, je pense qu'en effet, le mot ne suffit pas à décrire ce qui est en train de se passer. Et puis en plus, on parle de quoi? Gaza, c'est un territoire, mais il y a différentes villes. Alors, est-ce que toutes les intentions ont été les mêmes en fonction des endroits qui ont été détruits? Est-ce qu'on préserve Rafah pour parquer là la population? Est-ce qu'on a détruit la ville de Gaza d'une certaine façon et une autre d'une façon différente? Je pense qu'on ne peut pas non plus homogénéiser. Mais moi, il me semble en effet, malheureusement, que les mots manquent pour caractériser ou conceptualiser ce qui est en train de se passer. Maintenant, ce que vient de dire Grouillat est extrêmement important, c'est que c'est une dimension aussi. Alors, je ne suis pas arrivée dans mon travail encore, peut-être que j'arriverai à l'avenir, mais à montrer que on a beaucoup lié, en effet, évidemment, l'herbicide à la violence, mais je pense que l'herbicide se prolonge, par exemple, à Mostar, dans la reconstruction, et que la violence de la reconstruction poursuit certaines intentions politiques, puisque ce sont les mêmes qui ont commis l'herbicide qui dirige la ville aujourd'hui, et que l'herbicide continue en fait de façon différente. Il est bien évident qu'on a déjà, par exemple, puisque vous posez la question sur Gaza, des rumeurs
qui circulent, qu'il y aurait déjà, je crois que c'est 15 ans de déblaiement de travaux, qu'à Gaza, il y a je ne sais plus combien de fois plus de débris que dans toute l'Ukraine rassemblés. Enfin, on est dans des niveaux fous, en fait, de destruction. Et on commence à entendre qu'il y a déjà de la spéculation immobilière sur Gaza. Et on se doute bien que ça ne va pas être pour reloger les Palestiniens. Donc, en effet, c'est une poursuite de cette violence, mais personnellement, en tout cas, moi, je n'ai pas les mots pour la caractériser, pour la nommer. Oui, excusez-moi, je vous ai oublié. Vous êtes trop près de moi, je ne vous voyais plus. On va vous faire passer le micro. Ça sera peut-être la dernière question, si c'est possible. Moi, justement, je rebondis un peu. En vous écoutant, j'ai compris, parce que c'est un mot que j'ai découvert récemment par sa vulgarisation, et que mes élèves commencent à utiliser en me demandant si Gaza est un herbicide ou un génocide. Mais du coup, en vous écoutant, j'ai compris que tous ces mots sont très occidentaux et que leur utilisation et leur non-utilisation est aussi liée à notre propre histoire. Et que donc, comme on a beaucoup détruit aussi, on a eu tendance à le tabouifier. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des concepts non occidentaux qui sont peut-être déjà utilisés, plus anciens? Je pense au choc qu'il y avait notamment dans les destructions des palais asiatiques, etc. Peut-être qu'en fait, nous-mêmes, on a créé des termes comme ça. Je ne sais pas. Enfin, notre action a créé des termes comme ça, mais ailleurs. C'est aussi intéressant, c'est quoi l'occidental, parce que pour beaucoup d'Européens de l'Ouest, la Serbie, Bogdan Bogdanović de le maire, c'est pas l'Occident, mais pour les autres continents, c'est l'Occident. C'est intéressant, par exemple en arabe, on a le concept des ruines. C'est très important l'idée de la ruine dans toute la poésie, dans tout mais vraiment, si on parle, par exemple, je veux donner l'exemple de Amar Azouz, qui est syrien, mais qui utilise d'homicide, qui vient aussi voilà, c'est domus. Mais quant à l'Asie de l'Est, c'est très intéressant que le concept de la destruction est très différent. Parce que là-bas, ça dépend je connais seulement qu'est-ce qu'on parle en Chine, au Japon, par exemple, si quelque chose est détruit, on peut le remplacer avec quelque chose au même endroit et ça garde l'esprit du lieu. Dans le shintoïsme, c'est très important ça. Alors, pour eux, l'idée de patrimoine culturel comme qui a été développé en Occident, c'est très différent. Alors, si on peut avoir dans le même endroit 3 temples par siècle, mais c'est le même temple. C'est pas détruit. La destruction est, disons, c'est partie de la transformation, mais c'est normal, c'est l'esprit du lieu qui domine cet endroit. Je ne sais pas des autres, comment on a des autres acceptions à d'autres endroits, mais peut-être... L'esprit des lieux, c'est vraiment Bon, on n'a plus le temps, mais... On va faire une discussion sur l'esprit des lieux. C'est une notion, bien sûr, aussi extrêmement importante et qui est aussi très difficile à discuter parce que c'est l'esprit des lieux, pour qui c'est l'esprit de ce lieu, etc. Mais c'est une notion extrêmement importante. On le voit, par exemple, à Mostar, il y a des endroits qui ont été reconstruits absolument de façon hideuse, avec des façades vert pomme, des immeubles immenses, là où il y avait des petits immeubles, etc. Mais ce sont des endroits, par exemple, où la population a relativement peu changé. Et où finalement, cette violence de la transformation urbaine que nous, on regarde en se disant « oulala, mon Dieu », oui, mais en même temps, il reste la petite échoppe en bas de l'immeuble, etc., etc. Donc les routines et ce qui faisait la chaleur en fait, du lieu, l'esprit du lieu, a réussi à être, alors peut-être pas préservé, mais en tout cas pas entièrement détruit. Et l'esprit des lieux, c'est vraiment une notion... génial, quoi. Enfin, pour regarder tout ça. Le genius loci, qui vient du latin, effectivement, et qui a servi à certains architectes et urbanistes à penser aussi les villes exceptionnelles que nous connaissons en Europe occidentale. Merci à tous les trois, et merci à vous.